Monsieur, veuillez regagner l'arrière. Cette section est exclusivement réservée à nos passagers de première classe. La voix de l'agente de bord résonna dans la cabine alors que les smartphones commençaient à s'activer. Clément Lefebvre leva les yeux de son téléphone, son expression imperturbable. Il portait un jean usé, un simple pull à capuche et tenait une vieille serviette en cuir. Rien dans son allure ne suggérait la richesse ou l'influence. Pour tous ceux qui observaient, il n'était qu'un simple voyageur qu'on renvoyait à sa place. La femme debout devant lui, Élodie Morel, tapotait sa tablette avec impatience. « Monsieur, vous m'avez entendu, vous n'êtes pas à la bonne place. » Clément tendit sa carte d'embarquement. « Siège 1A, première classe. » Les yeux d'Élodie se plissèrent. « Cela doit être une erreur, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. » Autour d'eux, une douzaine de passagers avaient sorti leur téléphone. L'utilisateur de Chronique du ciel, observateur aérien, relayait déjà la scène en direct. Avez-vous déjà vu un destin basculer en quelques minutes sous les yeux du monde entier? Ces scènes du quotidien, quand elles sont exposées, peuvent transformer des histoires individuelles en récits collectifs capables de redéfinir des industries entières. Le panneau d'affichage au-dessus de la porte d'embarquement 23 s'illumina en rouge. Vol 721 pour Montréal. Embarquement terminé dans 37 minutes. Élodie examina la carte d'embarquement de Clément comme s'il s'agissait d'un faux billet. Sa collègue, Chloé, approcha du coin cuisine. « Un problème ?» chuchota Chloé, assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. « Ce monsieur semble avoir mal compris son attribution de siège, » répondit Élodie, son ton suggérant que Clément mentait ou était incompétent. Clément, ceinturé, sa serviette à ses pieds, ne bougea pas. « Madame, je comprends qu'il puisse y avoir une confusion. Pourriez-vous vérifier votre système, s'il vous plaît ?» Les doigts d'Élodie dansèrent sur sa tablette. Elle fronça les sourcils, tapota l'écran, puis secoua la tête. « Monsieur, nos registres indiquent que vous avez acheté un billet en classe économique. Vous devez regagner votre place, à l'arrière. »« C'est inexact, » dit Clément, d'une voix posée. Il sortit son téléphone et lui présenta son billet d'embarquement numérique. « Siège 1A, première classe, réglé il y a 3 semaines. » Un passager d'âge mûr, assis au 2A, se pencha. « Mon jeune ami, peut-être devriez-vous simplement prendre votre vraie place. Inutile de créer des histoires. » Élodie acquiesça d'un air approbateur. « Exactement, monsieur. Êtes-vous certain de ne pas avoir voulu réserver en économique? Ces erreurs arrivent lorsque l'on n'est pas familier avec le processus de réservation en ligne. » La condescendance flottait dans l'air, lourde comme un parfum entêtant. La mâchoire de Clément se crispa, presque imperceptiblement. Il plongea la main dans sa serviette et en sortit une carte de statut de compagnie aérienne en platine qu'il déposa sur la tablette. « 340 000 miles parcourus avec Els Oceans, » dit-il, « statut platine depuis 6 années consécutives. » Élodie y jeta à peine un œil. « Ces cartes s'obtiennent en ligne désormais, monsieur. Je vais vous demander de rassembler vos affaires et de regagner votre siège attribué. » Les doigts d'observateur aérien s'activèrent frénétiquement sur son écran. En direct, passager traité avec mépris et humilié systématiquement par Els Oceans, vol 721. C'est inadmissible. Discrimination en plein vol. Le tweet fut retransmis 47 fois en 2 minutes. Le commandant de bord, Antoine Girard, émergea du cockpit. À 52 ans, il imposait le respect par sa seule présence. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, son uniforme repassé avec une précision militaire. « Quelle est la situation ?» demanda-t-il à Élodie sans même un regard pour Clément. Un passager est au mauvais siège et refuse de regagner sa place en classe économique, là où il devrait être. Girard toisa Clément d'un coup d'œil. Sweat à capuche, jean, basket. Son jugement fut instantané et erroné. « Monsieur, vous retardez le décollage. Je vous demande de rejoindre votre siège correct sans délai. » Clément leva les yeux, serein. « Commandant, je suis à mon siège. Première classe, 1A. Voici mon titre de transport. Ma pièce d'identité et ma carte de fidélité étaient en évidence sur la tablette. Le chef de cabine, M. Dubois, ne leur accorda pas un coup d'œil. « Je suis dans l'aéronautique depuis 15 ans, jeune homme. Je sais reconnaître une tentative d'arnaque pour un surclassement. Agnès contactait la sécurité au sol. Dans la section première, les passagers s'agitaient, mal à l'aise. Une passagère en siège 3B sortit son smartphone et commença à filmer.
Un homme d'affaires en 4A leva les yeux de son ordinateur portable, les sourcils froncés. Léon, à son tour, dégaina son téléphone et enclencha l'enregistrement. Pour l'archive, il est 14h47. Vol 447. On me demande de quitter mon siège en première classe, dûment payé, malgré la présentation de tous mes justificatifs. Monsieur, rangez cet appareil immédiatement, vociféra Dubois. Vous perturbez l'ordre public. Je consigne une situation de discrimination, rétorqua Léon d'une voix calme. Agnès était déjà en communication radio. Contrôle au sol. Nous nécessitons une intervention de sécurité à la porte 23. Un passager refuse de suivre. Les directives de l'équipage. L'occupant du siège 2A secoua la tête. Allez, mon vieux, contentez-vous de la classe économique. Vous compliquez tout inutilement. C'est alors que la femme en 3B intervint. Attendez, il vous a montré sa carte d'embarquement. Pourquoi? Ne la vérifiez-vous pas? Le visage d'Agnès se crispa. Madame, je vous prie de ne pas vous immiscer. Ce monsieur a manifestement acheté un billet en classe économique et tente d'obtenir un surclassement gratuit. Comment le savez-vous? Insista la passagère. L'expérience, répliqua Agnès sèchement. Léon passa un coup de fil. La conversation fut brève, sa voix à peine audible. Oui, je suis en retard, commencez sans moi. Je gère ça personnellement. Dubois tendit l'oreille. Gérez quoi, monsieur? Ou qui appelez-vous? Léon ne répondit pas. Il continuait de prendre des notes sur son appareil, consignant chaque mot, chaque geste. Sur le flux en direct d'Élise, le nombre d'abonnés s'accrut de 300, son direct gagnant en visibilité. Les commentaires affluaient, c'est 25. Comment est-ce encore possible? Poursuivez-les, enregistrez tout. La voix de l'agent d'embarquement résonna dans le terminal. Dernier appel pour le vol 447 à destination de Chicago. Tous les passagers restants sont priés de se présenter à l'embarquement immédiatement. 2 agents de sécurité approchèrent, l'inspecteur Martin, vétéran de 20 ans de service, et l'agente Leroy sans lien familial avec Léon malgré le patronyme. « Quel est le problème ?» demanda Martin. Dubois désigna Léon. « Un passager est assis au mauvais endroit, refuse de bouger et est perturbateur. » Martin observa la scène. Un homme élégamment vêtu, assis calmement en première classe, cerné par des membres d'équipage agités et des passagers filmant avec leur téléphone. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Léon la lui tendit sans opposition. Martin l'examina attentivement, la compara à la pièce d'identité de Léon, puis regarda sa radio. « Ceci indique bien un siège en première classe, 1A, dit Martin à Dubois. C'est manifestement frauduleux. » Agnès intervint. « Il tente une arnaque au surclassement. » Martin la regarda avec scepticisme. « Madame, ces cartes d'embarquement proviennent directement de votre système. Comment pourrait-elle être frauduleuse ?» Agnès hésita. « Eh bien, ces gens savent comment manipuler le système. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Même les passagers qui n'avaient pas prêté attention levèrent les yeux. L'expression « ces gens » n'était pas subtile. Léon demeura parfaitement immobile, mais son regard croisa celui de Martin. L'agent de sécurité avait déjà entendu ces mots. Il en comprenait la signification. « Monsieur, dit Martin à Léon, cela vous dérangerait-il de descendre un instant de l'appareil juste pour tout vérifier avec l'agent d'embarquement ?» C'était une requête raisonnable, formulée avec respect. Léon acquiesça et se leva. Alors qu'il ramassait sa mallette, son téléphone vibra. Un message texte apparut brièvement à l'écran avant qu'il ne le referme. La femme en 3B en aperçut un fragment. Réunion de direction déplacée en Sala, session d'urgence. Elle fronça les sourcils, se demandant de quelle urgence il pouvait s'agir. Le panneau d'affichage des départs indiquait désormais le vol 447 de 8h40, retardé de 23 minutes. Eliane Dubois, superviseuse au sol, est arrivée à la porte 23 d'une démarche assurée et déterminée. 12 années passées au sein d'Aérolignes Grand Large, elle avait gravi les échelons depuis la manutention des bagages jusqu'au poste de superviseuse. Elle se faisait une fierté de sa capacité à gérer les situations délicates. « Quel est le problème ?» a-t-elle demandé à Léo. « Vérification des passagers », a-t-il répondu, lui tendant les documents d'Arion. Eliane a examiné chaque pièce avec une minutie ostentatoire, carte d'embarquement, pièce d'identité, carte de fidélité. Son regard est allé des documents à Arion, puis est revenu aux documents. « Monsieur Duval, ces documents semblent en règle.
Cependant, étant donné les inquiétudes de l'équipage concernant votre attitude, je pense qu'il serait préférable de vous réaffecter en classe économique pour ce vol. » La voix d'Arion est restée calme. Quelle attitude! J'étais assis tranquillement à ma place assignée. Vous vous êtes montré querelleur avec le personnel de bord. Je fournissais les justificatifs lorsqu'ils ont affirmé que je n'étais pas à la bonne place. L'expression d'Eliane s'est durcie. « Monsieur, argumenter avec moi ne fera pas avancer votre cause. Vous pouvez prendre le siège qui vous est attribué en classe économique ou vous pouvez prendre le prochain vol. Ce sont vos options. » De retour dans l'avion, la diffusion en direct d'Aura Connect avait explosé. Le hashtag « Aéroligne Grand Large Discrimination » était en tête des tendances. Son nombre de spectateurs atteignait 1500 et continuait de grimper. Ses commentaires étaient diffusés en temps réel. Ils l'ont contraint à descendre de l'avion maintenant. Cet homme a un billet de première classe. Il a présenté plusieurs pièces d'identité et il le traite comme un délinquant. Voici à quoi ressemble la discrimination en 2025. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Sauvez cette vidéo comme preuve. Quel est son nom? Il a besoin d'un avocat. Le cours de l'action d'Aéroligne Grand Large va chuter. Que quelqu'un découvre qui est cet homme. À l'intérieur du terminal, d'autres passagers du vol s'étaient rassemblés pour observer. Plusieurs filmaient. Une adolescente diffusait sur TikTok. Un homme d'affaires mettait à jour son profil LinkedIn. Arion a regardé sa montre. Une habitude peut-être, mais Eliane a remarqué qu'elle était coûteuse. Très coûteuse. Plus que son salaire mensuel. « Monsieur, j'ai besoin de votre décision. Siège en classe économique ou prochain vol. Puis-je parler à votre directeur régional ?» a demandé Arion. Eliane a ricané. Le directeur régional, monsieur. Je suis la superviseuse principale en service. J'ai pleine autorité ici. Je comprends votre position, a répondu Arion. Cependant, je souhaiterais faire remonter cette affaire à votre directeur régional. Vous pouvez déposer une plainte en ligne, comme tout le monde. Plusieurs passagers de première classe étaient sortis pour assister à la scène. La femme de la place 3B, désormais identifiée comme Dre Valérie Lefebvre, s'est avancée. « Excusez-moi, mais j'étais dans cet avion. Cet homme était tranquillement assis à sa place. Il a montré sa carte d'embarquement, sa pièce d'identité, tout. Pourquoi exactement est-il débarqué ?» Eliane s'est tournée vers elle. « Madame, c'est une affaire entre nous et Monsieur Duval. Veuillez regagner votre siège. »« Je suis une cliente payante aussi, » a répondu Dre Lefebvre. « Et je suis témoin de ce qui semble être de la discrimination. » Un homme d'affaires de première classe l'a rejointe. « J'ai tout vu. L'agent de bord n'a jamais vérifié correctement ses documents. Elle a simplement supposé qu'il n'était pas à sa place. » Eliane a senti la situation lui échapper. Plus de passagers se rassemblaient. Les téléphones étaient de toutes parts. Elle devait reprendre le contrôle. « Monsieur, a-t-elle dit à Arion, vous pouvez prendre le siège en classe économique que je vous offre, ou vous pouvez quitter l'aéroport. Ce sont vos seules options. » Arion a sorti son téléphone et a passé un autre appel. Son interlocuteur, d'une voix presque inaudible pour la plupart des passagers, fut entendu avec clarté par la Dre Dubois, qui se tenait suffisamment près pour saisir des bribes. « Urgence, conseil d'administration, salle de conférence à immédiat. » La Dre Dubois fronça les sourcils. « Conseil, » pensa-t-elle. Théo Mercier mit fin à l'appel et s'adressa à la foule rassemblée. « Mesdames et messieurs, je suis désolé pour ce retard. Je sais que vous souhaitez tous arriver à Montréal à l'heure. » Son ton avait subitement changé, devenant plus résolu. Plusieurs passagers remarquèrent la transformation. Carla, l'agente d'escale, sentit un frisson. « Monsieur, qui appeliez-vous » s'enquit-elle. « Mon bureau » répondit simplement Théo. « Votre bureau » répéta Carla, perplexe. Théo plongea la main dans sa sacoche et en extirpa un étui à carte de visite. Il en choisit une et la tendit à Carla. En la lisant, son visage devint livide. « Théo Mercier, président-directeur. Général Mercier Global. » Les passagers massés autour d'eux se rapprochèrent, cherchant à voir. La Dre Dubois lut par-dessus l'épaule de Carla et lâcha un soupir d'incrédulité. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. Un homme d'affaires de la première classe sortit son téléphone et commença à chercher sur Internet. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Incroyable » marmonna-t-il. « Mercier Global. »
Ils valent des milliards. Cyberœil, une influenceuse numérique, captait l'échange sur sa diffusion en direct. « Attendez, attendez. Quelqu'un a dit des milliards », s'écria-t-elle. Le chat s'affola. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Mercier Global? Ses spectateurs étaient déjà en train de faire leurs recherches. Mercier Global vient d'annoncer un chiffre d'affaires de 2,4 milliards cette année. Il possède quelques 847 entreprises. Ce gars n'est pas un passager lambda. Cieux Unis va se faire traîner en justice. Carla fixa la carte de visite, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Mercier, cela ne change rien. Vous causiez des perturbations. » Mais sa voix manquait désormais de conviction. Théo regarda à nouveau sa montre. « Dans environ 3 minutes, vous recevrez un appel de votre siège social. Je vous suggère d'y répondre. »« Quel genre d'appel » demanda-t-elle à bout. « Le genre qui vient de votre conseil d'administration, » répliqua-t-il. La foule avait atteint une trentaine de personnes. La sécurité de l'aéroport tentait de gérer la situation, mais les flux en direct se multipliaient. Le hashtag Cieux Unis Discrimination comptait déjà plus de 2000 tweets. Le commandant Moreau apparut, visiblement contrarié. « Qu'est-ce qui se passe ici? Nous devons décoller. » Léo, un membre d'équipage, le briefa discrètement. L'expression du commandant Moreau changea à mesure qu'il écoutait. « PDG de quoi ?» demanda-t-il. « Mercier Global », répondit Léo. « Une corporation majeure des milliards de chiffres d'affaires. » Le commandant Moreau regarda Théo d'un œil nouveau. Le sweat à capuche et le jean ne semblaient plus si décontractés. Il ressemblait à la tenue de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. La radio de Carla crépita. « Superviseur Martin, veuillez contacter le siège immédiatement. Priorité 1. » Elle leva les yeux vers Théo qui vérifiait à nouveau sa montre. « Dans les temps, » dit-il doucement. La Dreux du Bois s'approcha de Théo. « Monsieur, je suis désolé que cela vous soit arrivé. C'est totalement inacceptable. »« Merci, » répondit Théo, « mais il ne s'agit plus de moi. »« Que voulez-vous dire ?» Théo balaya du regard la foule, les téléphones, qui filmaient tout, la sécurité de l'aéroport qui tentait de gérer une situation devenue incontrôlable. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. Le nombre de spectateurs du direct de Cyberœil atteignit les 3000. Les grands médias commençaient à relayer l'histoire. Le cours de l'action de Cieux Unis, stable, toute la journée avait chuté de 1,2% au cours des 15 dernières minutes. La radio de Carla crépita à nouveau. « Superviseur Martin, la directrice générale Valérie Rousseau souhaite vous parler immédiatement. » Carla regarda Théo, puis la carte de visite dans sa main, puis la foule. Tandis que les témoins immortalisent chaque instant, Docteur Léger murmure à son voisin d'affaires. Cela va devenir extrêmement captivant. Monsieur Dubois, serein, ouvre sa mallette. Il en extrait un dossier contenant des documents qui s'apprêtent à tout bouleverser. En fait, dit-il à Madame Valois, il y a une information supplémentaire que vous devriez connaître. La foule se penche en avant, pressentant que l'instant crucial était imminent. Le téléphone de Monsieur Dubois vibre. Un message s'affiche. Le conseil est réuni, en attente de votre appel. Il lève les yeux vers Madame Valois, puis vers le commandant Mercier, et enfin vers Émilie, qui les a rejoints de l'avion. Ne préféreriez-vous pas discuter de cela à l'intérieur? Je crois que cette conversation nécessitera une certaine discrétion. La zone d'embarquement s'était transformée en un amphithéâtre improvisé. Des passagers s'asseyaient sur des sièges, se tenaient contre les fenêtres ou s'appuyaient aux piliers. Les retransmissions en direct s'étaient multipliées. Le flux de ciel observateur comptait désormais 4000 spectateurs et 3 autres voyageurs diffusaient simultanément. Monsieur Dubois se tenait calmement au centre, sa mallette ouverte, des documents méthodiquement disposés sur une chaise proche. « Mesdames et messieurs, » commence-t-il, sa voix portant sans effort dans l'espace. « Je tiens à m'excuser pour le retard. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des correspondances à prendre, des familles à retrouver, des affaires à conclure. » Madame Valois restait figée, le numéro direct de la directrice générale Moreau affiché sur l'écran de son téléphone. Elle n'avait pas encore osé l'appeler. « Avant de résoudre cette situation, poursuit M. Dubois, je crois que chacun a le droit de comprendre ce qui se passe réellement ici. » Il sort un porte-document en cuir et l'ouvre. Le premier document était un certificat de participation au capital. Il y a 6 mois, le groupe Veritas a acquis 23% des parts de Ciel Azur.
Ces mots percutent la foule comme une onde de choc physique. Des murmures de stupéfaction, des jurons étouffés, et quelqu'un qui lance un « c'est pas vrai » assez fort pour être entendu de tous. Le commandant Mercier s'avance. « C'est impossible, j'aurais été informé d'une acquisition majeure de cette ampleur. » Monsieur Dubois le regarde calmement. « Commandant Mercier, vous êtes chez Ciel Azur depuis 15 ans. Excellent dossier de sécurité d'ailleurs. J'ai examiné votre dossier. » Le visage du commandant Mercier pâlit. « Vous avez examiné mon dossier ?» Le groupe Veritas passe en revue les dossiers de tout, le personnel clé des entreprises, de notre portefeuille d'investissement. C'est une procédure de vérification normale. Émilie, qui se tenait en retrait dans la foule, comprend soudain l'ampleur de ce qui venait de se produire. Elle avait fait preuve de discrimination envers quelqu'un qui, en substance, possédait près d'un quart de la compagnie aérienne. Docteur Léger, qui filmait avec son téléphone, l'abaisse légèrement. « Monsieur Dubois, êtes-vous en train de dire que vous possédez une partie de Ciel Azur » 23%, confirme Monsieur Dubois, ce qui fait du groupe Veritas le deuxième plus grand actionnaire. Il sort un autre document. Ciel Azur, exercice fiscal 2024, chiffre d'affaires total, 8,2 milliards de dollars. Investissement du groupe Veritas, 1,9 milliard de dollars. L'homme d'affaires de la première classe prenait frénétiquement des notes. C'est incroyable. Ce type n'est pas juste riche, c'est l'un des propriétaires de la compagnie aérienne. Le flux de Ciel Observateur explosait de commentaires. Il possède la compagnie. C'est le meilleur rebondissement de l'histoire. Ciel Azur est fichu. Quelqu'un va être viré en direct. Monsieur Dubois fouille de nouveau dans sa mallette. Il y a d'autres éléments de contexte que vous devriez avoir. Il en sort un épais dossier étiqueté « Résumé » des comptes d'entreprise Ciel Azur. Le groupe Veritas réserve environ 847 vols par an avec Ciel Azur. Nos dépenses annuelles de voyage avec cette compagnie s'élèvent à 1,2 million de dollars. Madame Valois retrouve enfin sa voix. « Monsieur Dubois, je n'avais aucune idée. » « Bien sûr que non, » l'interrompt doucement Monsieur Dubois. Et c'est précisément là le problème. Le traitement d'un client ne devrait pas dépendre de sa fortune ou de son statut social. La posture de Jérôme se voulait à la fois ferme et respectueuse. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs feuilles. « Voici mon relevé personnel chez Air Horizon, statut platine depuis 6 années, consécutives, 340 000 miles parcourus. L'année dernière seulement, j'ai pris 63 vols avec votre compagnie. » Le capitaine Leclerc fixait les documents comme s'ils allaient s'évanouir s'il clignait des yeux. « Monsieur Dupont, nous ne pouvions pas savoir. »« Capitaine, c'est précisément là le problème, » rétorqua Jérôme. « Vous avez tiré des conclusions hâtives basées sur mon apparence. Vous n'avez jamais vérifié mes accréditations. Vous avez appelé la sécurité sans vérifier les faits. » La voix d'Élodie était à peine un murmure. « Monsieur Dupont, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. »« Élodie, » dit Jérôme, consultant un autre document. 8 ans chez Air Horizon, des évaluations de performance généralement positives. 2 plaintes de clients dans votre dossier, toutes 2 impliquant des passagers de couleur. La sous-entendue flottait dans l'air, coupant comme une lame. Maître Dubois s'approcha. « Monsieur Dupont, que se passe-t-il maintenant ?» Jérôme regarda sa montre. Dans environ 90 secondes, Sophie va recevoir un autre appel du siège, car à l'heure actuelle, une réunion d'urgence du conseil d'administration se tient chez Air Horizon. Comme sur commande, le téléphone de Sophie sonna. L'identité de l'appelant affichait Valérie Lenoir, la PDG. Jérôme lui fit un signe de tête. « Vous devriez prendre cet appel. Mettez le haut-parleur. » Les mains de Sophie tremblaient en répondant. « Mademoiselle Lenoir, Sophie, Jérôme Dupont est avec vous ?» La voix de la PDG était tendue. « Oui, madame, passez-le-moi tout de suite. » Jérôme s'avança. « Bonjour, Valérie. »« Jérôme, je sors tout juste d'une réunion du conseil d'urgence. Qu'est-ce qui se passe à la porte 23 ?» La foule se pressa davantage. C'était mieux que n'importe quel film. Valérie. « Je suis sur le vol 447 à destination de Montréal. On m'a refusé le service. Et on m'a retiré de mon siège payant en première classe en raison de ce que je ne peux qualifier que de discrimination raciale. » Un silence à l'autre bout de l'appel. Puis, « S'il vous plaît, dites-moi que vous plaisantez. J'ai bien peur que non. L'incident a été diffusé en direct par plusieurs passagers. C'est en tête des tendances sur les réseaux sociaux.
Votre action a chuté de 1,4% au cours de la dernière heure. Mon Dieu! Jérôme sortit son téléphone et montra l'écran à la foule. Plusieurs flux de médias sociaux étaient visibles, tous affichant le hashtag Dress Air Horizon Discrimination en tendance. Valérie, êtes-vous familière avec la section 12.3 de notre pacte d'actionnaires? Une autre pause. La clause d'incident. Matériel, n'est-ce pas? La discrimination envers les passagers constitue un incident matériel qui déclenche une revue de la gouvernance. Maître Dubois murmura à l'homme d'affaires. Il ne se plaint pas seulement, il active des procédures légales. Jérôme, la voix de Valérie résonna dans le haut-parleur. De quoi avez-vous besoin? Premièrement, j'ai besoin que votre équipage comprenne qu'ils ont créé une crise juridique et de relations publiques significatives pour Air Horizon. Le capitaine Leclerc fixait le téléphone comme s'il allait exploser. Deuxièmement, j'exige une action corrective immédiate qui démontre l'engagement d'Air Horizon envers le traitement équitable de tous les passagers. Tout ce dont vous avez besoin. Jérôme regarda la foule et les téléphones qui enregistraient toujours, le visage blême de Sophie, Élodie qui semblait sur le point de s'évanouir. Et troisièmement, Valérie, j'ai besoin que vous compreniez que cela ne me concerne pas seulement. Il s'agit des milliers de passagers qui subissent la discrimination chaque année, mais n'ont ni les ressources ni la plateforme pour se défendre. La foule était silencieuse maintenant. Même les commentaires des directs avaient ralenti alors que les gens absorbaient ce dont ils étaient témoins. Jérôme, j'autorise toutes les actions que vous jugerez appropriées. Autorité pleine et entière. Jérôme hocha la tête. Merci, j'aurai des recommandations d'ici. Il raccrocha l'appel, son regard balayant l'air d'embarquement où une cinquantaine de paires d'yeux le fixaient. Des dizaines de directs inondèrent le web, touchant des milliers de spectateurs. « Il y a encore une chose que vous devriez savoir », annonça Elias d'une voix calme. Il sortit de sa mallette un ultime document. Celui-ci affichait une allure plus officielle, orné de multiples sceaux et signatures. L'année dernière, Aérolines Global a reçu un don anonyme d'1 demi-million d'euros destiné à financer des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion. Il brandit la feuille. Ce don provenait de la Fondation Moreau, ma fondation. La révélation frappa comme un éclair. Clara, à ses côtés, laissa échapper un léger hoquet. Cela fait plus d'1 an que j'essaie d'aider cette compagnie à améliorer sa culture d'entreprise, poursuivit Elias. Aujourd'hui, j'ai expérimenté de première main à quel point cette aide est désespérément nécessaire. Sur le fil de discussion de son direct, une voix, celle de Vigie Céleste, s'exclama « Vous captez ça, cet homme a voulu aider la compagnie aérienne et ils l'ont discriminé. C'est invraisemblable. » Elias referma sa mallette avec une précision étudiée. Maintenant, devrions-nous discuter de la manière de garantir que cela ne se reproduise jamais? Le téléphone de Clara sonna à nouveau. Cette fois, c'était le service juridique d'Aérolines Global. Le véritable travail était sur le point de commencer. La salle de conseil, surnommée l'Océanique, au siège d'Aérolines Global, servait habituellement au bilan trimestriel et aux réunions budgétaires. Aujourd'hui, elle était devenue l'épicentre d'une crise majeure. Isabelle Leroux était assise en bout de l'imposante table en acajou, entourée de 8 membres du conseil d'administration, de l'équipe juridique de la compagnie et de ses vice-présidents seniors. Le mur vidéo de la pièce affichait 3 flux. Le direct depuis la porte d'embarquement C7, le graphique boursier d'Aérolines Global montrant une chute constante et un tableau de bord Twitter suivant les conversations autour de la discrimination. « Aérolines, mettez M. Moreau sur l'écran principal », ordonna Isabelle. Elias apparut sur l'écran de 75 pouces, se tenant calmement dans l'aire d'embarquement, Clara Dubois à ses côtés. La foule de passagers était toujours là, téléphone levé, filmant. « Monsieur Moreau, vous avez la parole », dit Isabelle. Elias s'était positionné de sorte que la foule puisse entendre les 2 côtés de la conversation. Ce ne serait pas une discussion de règlement privé. Ce serait la transparence en temps réel. « Merci, Isabelle. Avant de discuter de solutions, je pense que le Conseil a besoin de comprendre toute l'ampleur de ce qui s'est passé ici. » Il fit un geste vers Sophie Duval, l'agente d'embarquement, qui avait rejoint le groupe près du comptoir à contre-cœur. « Mademoiselle Duval, voudriez-vous, s'il vous plaît, dire au Conseil ce que vous m'avez dit lorsque vous m'avez abordé pour la première fois ?» La voix de Sophie était à peine audible. « Je vous ai dit que cette section était réservée aux passagers premium uniquement,
malgré le fait que vous teniez une carte d'embarquement pour la première classe. Oui, et lorsque je vous ai montré ma carte de grand voyageur platine, j'ai dit que n'importe qui pouvait obtenir ces cartes en ligne. Le membre du conseil, Louis Fournier, se pencha en avant. Mademoiselle Duval, qu'est-ce? Qui vous a fait supposer que les documents de M. Moreau étaient frauduleux? La question resta suspendue dans l'air. Sophie regarda autour d'elle, cherchant désespérément une échappatoire à une vérité que tout le monde connaissait déjà. Elias répondit pour elle. J'épargnerai à mademoiselle Duval le malaise de répondre. Elle a fait des suppositions, basées sur mon apparence. Un homme à la peau sombre en tenue décontractée ne pouvait pas, selon elle, avoir sa place en première classe. Isabelle se frotta les tempes. Monsieur Moreau, quelles sont vos exigences immédiates? Laissez-moi d'abord présenter les faits, puis nous discuterons des solutions. Elias sortit sa tablette et la connecta au point d'accès de son téléphone. En quelques secondes, il partageait son écran avec la salle de conseil. Aéroligne. Global. Les chiffres du 4e trimestre de 2024 étaient sans appel. Un total de 47,2 millions de passagers transportés. Pourtant, la satisfaction clientèle stagnait à 3,2 sur 5, bien en deçà de la moyenne sectorielle de 3,8. Les membres du conseil d'administration griffonnaient frénétiquement des notes. Puis vint le coup de grâce. 147 plaintes pour discrimination déposées auprès de l'autorité des transports contre Air Horizon en 2024, soit 43% de plus que la moyenne de l'industrie. Le visage de Delphine Dubois, la PDG, s'assombrit. « Monsieur Beaumont, nous ignorions que ces chiffres étaient si alarmants, » commença-t-elle, « car notre système de résolution des plaintes semble conçu pour décourager les signalements, plutôt que les encourager. » Laurent Beaumont, représentant de Global Nexus Corp, fit apparaître une nouvelle diapositive. Elle détaillait les dépenses annuelles de voyage d'affaires de Global Nexus Corp. 1,2 million de dollars avec Air Horizon, 800 000 dollars avec une autre grande compagnie et 650 000 dollars avec une troisième. L'implication était limpide. Air Horizon s'adjugeait la part du lion d'un budget corporatif de plusieurs millions de dollars. Mais Laurent Beaumont reprit « Cependant, au vu de l'incident survenu aujourd'hui, Global Nexus Corp réexaminera toutes ses relations avec ses fournisseurs afin de s'assurer de leur alignement avec nos valeurs fondamentales. » Madame Sophie Lambert, membre du conseil, intervint. « Monsieur Beaumont, quelle serait une résolution appropriée de votre point de vue ?» Laurent Beaumont balaya du regard la zone d'embarquement où des passagers observaient toujours la scène, leur téléphone diffusant l'événement en direct. Premièrement, la révocation immédiate de tout le personnel impliqué dans ces actes discriminatoires. Les genoux d'Élise Morel fléchirent légèrement. Le capitaine Jean-Luc Chevalier ferma les yeux. Deuxièmement, la mise en œuvre d'une formation approfondie sur les préjugés pour tout le personnel en contact avec la clientèle, dans un délai de 30 jours. Delphine acquiesça. Entendu. Troisièmement, la création d'un système de signalement anonyme pour les incidents de discrimination géré par un organisme tiers. Également approuvé, concéda Delphine. Quatrièmement, l'établissement d'un fonds de 500 000 dollars dédié aux initiatives de diversité et d'inclusion. Les membres du conseil échangèrent des regards. Un demi-million de dollars, c'était significatif, mais pas désastreux. Et cinquièmement, poursuivit Laurent Beaumont, des excuses publiques d'Air Horizon, reconnaissant les défaillances systémiques dans le traitement égalitaire des passagers. Delphine marqua une pause. « Monsieur Beaumont, des excuses publiques pourraient nous exposer à des responsabilités juridiques considérables. Madame Dubois, votre responsabilité juridique actuelle est déjà considérable. Environ 4000 personnes suivent cette conversation en direct. Votre action a chuté de 2,1% au cours des 2 dernières heures. Votre choix se situe entre une transparence contrôlée et une crise incontrôlée. » Un conseiller juridique murmura à l'oreille de Delphine. Elle hocha la tête, le visage sombre. « Conditions acceptées », annonça-t-elle. La foula. La porte d'embarquement éclata en applaudissements, et les commentaires en ligne explosèrent d'émoticônes de célébration. Mais Laurent Beaumont n'avait pas terminé. « Il y a une exigence supplémentaire, dit-il. » La salle de conférence devint silencieuse. « Je veux une mise en œuvre en temps réel, pas des promesses, pas des engagements futurs, des changements appliqués dans les 72 heures. » « C'est impossible.
protesta Patrice Girard, le vice-président des opérations. Accords syndicaux, révision légale, mise à jour des systèmes. Laurent Beaumont l'interrompit. Monsieur Girard, j'ai examiné vos capacités opérationnelles. Lorsqu'une urgence météorologique exige des modifications rapides d'horaire, vous pouvez réorganiser tout votre système en 6 heures. Quand la volonté est là, les moyens suivent. Delphine se pencha en arrière dans son fauteuil. De quoi avez-vous spécifiquement besoin en 72 heures? Laurent Beaumont afficha un nouveau document sur sa tablette. Madame Morel et le capitaine Chevalier licenciés dans les 24 heures. Le nouveau matériel de formation développé et déployé dans les 48 heures. Le système de signalement anonyme opérationnel dans les 72 heures. Et si ces délais ne sont pas respectés? Laurent Beaumont regarda directement la caméra. Alors Global Nexus Corp cédera toutes ses parts dans Air Horizon et recommandera à son réseau de partenaires de faire de même. La menace était dévastatrice. Global Nexus Corp n'était pas seulement un investisseur majeur. Ils étaient connectés à des dizaines d'autres sociétés représentant collectivement des millions de dollars en dépenses annuelles de voyage. Monsieur Antoine Lefebvre, membre du conseil, demanda « Monsieur Beaumont, comment saurons-nous que ces changements seront suffisants ?» « Vous ne le saurez pas, » répondit Laurent Beaumont, « mais vous aurez des bilans trimestriels avec des auditeurs indépendants. Des auditeurs indépendants pour suivre les progrès, une transparence absolue et des rapports publics. » Éléonore Dubois, directrice générale d'Omniora Airlines, balaya du regard la salle de conférence. Ses membres du conseil hochèrent la tête, tandis que l'équipe juridique notait frénétiquement. Le cours de l'action de la compagnie continuait sa dégringolade. « Maître Fournier, nous acceptons toutes vos conditions, » déclara-t-elle. Une pointe de résignation dans la voix. La foule massée près de la porte d'embarquement laissa éclater une nouvelle vague d'exultation. Plusieurs passagers essuyaient des larmes. La docteure Camille Reynaud secouait la tête, incrédule. Mais Maître Fournier n'avait pas encore terminé. « Il y a un dernier point, » annonça-t-il, sa voix résonnant avec une autorité calme. La responsabilisation individuelle. L'expression d'Éléonore se crispa. « Que voulez-vous dire ?»« La rémunération des dirigeants, » expliqua Fournier, « devra être liée directement à des critères de diversité et d'inclusion. Et cela commence avec la vôtre, Madame Dubois. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. 20% des primes des cadres supérieurs, poursuivit-il, seront désormais assujettis à des améliorations mesurables en matière d'équité de traitement. Évaluation trimestrielle, rapport public. Éléonore fixa l'écran un long moment. Autour de la table, les 8 membres du conseil attendaient sa réponse, suspendue à ses lèvres. « Accepté », dit-elle finalement d'une voix basse mais ferme. Maître Fournier hocha la tête. « Alors nous avons une feuille de route pour aller de l'avant. » Il jeta un dernier coup d'œil à la zone d'embarquement. « Mesdames et messieurs, je m'excuse. Encore pour le retard, reprit-il, s'adressant à la foule. Cependant, j'espère que vous comprenez que parfois les retards peuvent servir une cause plus grande. » La foule éclata en applaudissements soutenus. Sophie Lefebvre, la responsable du service client, s'avança. « Monsieur Fournier, que se passe-t-il maintenant ?» Maître Fournier sourit, pour la première fois depuis le début de l'incident. « Maintenant, Sophie, nous allons réparer le système et nous assurer que chaque passager soit traité avec dignité et respect. » Il regarda à nouveau la caméra. « Éléonore, j'attendrai le calendrier de mise en œuvre par email dans les 4 heures. »« Vous l'aurez dans 2, répondit-elle, son ton retrouvant une certaine assurance. Maître Fournier ferma sa tablette et saisit sa mallette. « Je crois que le vol 447 devait partir il y a 45 minutes. Allons-nous enfin faire embarquer ces passagers ?» La transformation fut immédiate. Sophie donna des directives claires à son personnel. Claire Martin, une superviseure au sol, était escortée discrètement par la sécurité aéroportuaire. Le commandant Durand voyait ses accréditations passer, au crible par les supérieurs. Une nouvelle équipe de vol était déjà en cours de formation. Sur son flux en direct, Aurore Digital s'adressa à sa communauté. « Je n'ai jamais vu une chose pareille. Un homme vient de modifier les politiques d'une compagnie aérienne entière, en direct. » Alors que Maître Fournier s'installait enfin à son siège en première classe, le UA, la docteure Camille Reynaud, depuis le 3B, se pencha vers lui. « Maître Fournier, c'était incroyable.
comment avez-vous pu rester si serein à travers tout? Slot. Léo Fournier s'installa confortablement dans son siège et ouvrit son ordinateur portable. Docteur Reynaud, commença-t-il, la colère est passagère. Le changement systémique, lui, est durable. Je préfère construire quelque chose qui perdure plutôt que de simplement exprimer ma frustration. L'avion quitta la porte d'embarquement avec 53 minutes de retard. Mais il transportait plus que des passagers vers Lyon. Il portait la promesse d'un renouveau. 71 heures plus tard, Maître Léo Fournier était assis dans son bureau lyonnais, examinant les rapports de mise en œuvre envoyés par Omniora Airlines. Son assistante, Margot Dupont, avait méticuleusement classé les documents par ordre chronologique sur son bureau en acajou. Les lettres de licenciement ont été finalisées hier, rapporta Margot. Claire Martin et le commandant Durand ont été renvoyés pour faute grave. Quant à Sophie Lefebvre, elle a été rétrogradée au poste de coordinatrice de formation et devra suivre une thérapie de sensibilisation obligatoire. Léo acquiesça, parcourant les dossiers. Et les nouveaux protocoles. Les supports de formation pour les nouvelles équipes de vol ont été mis en ligne ce matin, répondit Margot. Chaque employé d'Omniora Airlines devra suivre 8 heures de formation à la reconnaissance des préjugés dans les 30 prochains jours. Le système de signalement anonyme a été lancé à 6 heures ce matin. Son téléphone vibra, annonçant une alerte d'actualité. L'action Omniora Airlines rebondit après une réponse rapide face à la discrimination. Les actions sont en hausse de 3,2%. Le marché avait réagi positivement à cette action décisive. Les investisseurs appréciaient manifestement les entreprises qui prenaient des mesures concrètes et rapides. Le fait d'aborder les difficultés sans délai, plutôt que de les laisser s'enraciner, était une philosophie ancrée. Ce matin-là, la directrice Valérie Moreau avait fait une apparition remarquée sur chaîne Eco News, y annonçant le lancement de l'engagement pour un ciel équitable. L'interview avait déjà été visionnée 847 000 fois en 6 heures. L'expérience vécue par M. Dubois était intolérable, avait-elle affirmé directement à la caméra. Mais sa réaction nous a montré comment transformer un échec en une opportunité de transformation significative. Le système de signalement anonyme avait déjà enregistré sa première plainte. Un passager du vol 892 signalait un traitement discriminatoire de la part du personnel au sol à Denver. L'incident faisait l'objet d'une enquête menée par un cabinet indépendant, et ce, en quelques heures, plutôt qu'en plusieurs semaines. L'ordinateur de Léon vibra, annonçant un appel, vidéo entrant. Valérie Moreau apparut à l'écran, visiblement plus sereine qu'elle ne l'avait été 3 jours auparavant. « Léon, je tenais à vous remettre personnellement le premier rapport trimestriel. » Elle partagea son écran, révélant un tableau de bord détaillé des indicateurs. Les plaintes pour discrimination avaient chuté de 67% en seulement 3 jours. Les enquêtes de satisfaction client affichaient une nette amélioration. Et surtout, 12 collaborateurs avaient proactivement signalé des situations de partialité dont ils avaient été témoins. Léon s'adossa à son fauteuil. C'est là la véritable réussite, Valérie. Quand les employés se sentent autorisés à s'exprimer, le programme de formation a été sollicité par 6 autres compagnies aériennes. Nous allons le concéder sous licence, via une organisation à but non lucratif, les bénéfices finançant des bourses d'études pour la diversité. Excellent. Et concernant les indicateurs de rémunération des cadres supérieurs, Valérie sourit. Le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité. 20% des primes des dirigeants sont désormais liées aux résultats en matière de diversité et d'inclusion. Le premier examen trimestriel est le mois prochain. Léon afficha son propre tableau de bord d'indicateurs. Le groupe Dubois suivait méticuleusement ses relations avec les fournisseurs. Les ailes du Levant retrouvent leur statut de partenaire aérien privilégié, confirma-t-il. Le groupe Dubois augmentera nos dépenses de voyage de 15% ce trimestre. C'est une nouvelle formidable, Léon. Je dois vous demander, comment avez-vous su précisément quels leviers actionner? Léon réfléchit un instant à la question. Valérie, j'ai moi-même été victime de discrimination par le passé, mais j'ai aussi passé 2 décennies dans les conseils d'administration. Je comprends comment les entreprises prennent leurs décisions. La clé est d'aligner les impératifs moraux avec les incitations commerciales. L'incident dans son ensemble est devenu une étude de cas de l'École supérieure de commerce, mentionna Valérie.
Ils appellent cela l'activisme des parties prenantes en temps réel. Après avoir mis fin à l'appel, Léon se dirigea vers la fenêtre de son bureau, dominant le lac Michigan. La vue lui rappela pourquoi il aimait Chicago, une ville bâtie par des immigrés et des marginaux qui refusaient toute limitation. Son téléphone sonna. C'était votre Sophie Girard. « Monsieur Dubois, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai obtenu votre contact via le site web de votre fondation. »« Pas du tout, Drummer Girard. Comment puis-je vous aider ? » « Je voulais vous dire que ce que vous avez fait m'a inspiré à agir dans mon propre milieu de travail, » dit la docteure Girard. « Je suis chef du service des urgences de l'hôpital Sainte-Claire. Nous avons eu nos propres problèmes de partialité dans le traitement des patients. J'ai présenté votre cas concernant les ailes du Levant à notre conseil la semaine dernière. » Léon sourit. « Quelle a été leur réponse ? » « Nous mettons en place un système similaire de signalement anonyme pour les incidents de partialité et nous exigeons que tout le personnel suive une formation sur les préjugés inconscients. Votre approche, basée sur les données et le changement systémique plutôt que sur le blâme individuel, a réellement trouvé un écho. C'est exactement ce qui doit se produire, répondit Léon. Un incident isolé peut devenir un catalyseur pour un changement plus vaste. La communauté médicale appelait cela le protocole Dubois, l'utilisation d'incidents de discrimination documentés pour impulser des réformes institutionnelles plutôt que de simples sanctions individuelles. Après que la Drummer Girard eut raccroché, Léon passa en revue les indicateurs d'impact plus larges que son équipe avait compilés. L'impact de la prise de position de K.L. Durand était indéniable. Le ralliement numérique, symbolisé par le mot dièse « respect en vol », avait circulé plus de 47 000 fois sur les réseaux sociaux. Mais son véritable succès résidait dans l'inspiration qu'il avait insufflée. Une douzaine d'initiatives similaires avaient vu le jour au sein d'autres entreprises de transport. Les autocars Express Ligne avaient par exemple annoncé leur propre programme de sensibilisation aux préjugés. La compagnie ferroviaire Aiguille d'Or avait nommé un directeur de l'équité et de la diversité, et 3 grandes chaînes hôtelières avaient mis en œuvre des systèmes de dénonciation anonyme. Son assistante lui avait apporté une pile de missives, toutes émanant de voyageurs ayant vécu des discriminations comparables. Chaque lettre narrait une expérience douloureuse, remerciait K.L. d'avoir brisé le silence, et nombre d'entre elles contenaient des preuves documentées de leurs propres incidents. Une correspondance en particulier capta son attention. Elle provenait d'une jeune femme noire prénommée Léna Dubois, fraîchement diplômée d'un MBA. « Cher Monsieur Durand, le mois dernier, j'étais à bord du vol 237 de l'Aérienne Unie et j'ai subi un traitement quasi identique au vôtre. Malheureusement, je n'avais ni vos ressources ni votre tribune. J'ai simplement enduré la situation et déposé une plainte qui n'a jamais abouti. La diffusion en direct de votre témoignage m'a révélé que la discrimination n'avait pas à être subie en silence. Je collabore désormais avec la Ligue pour les libertés civiques afin de documenter les préjugés systémiques dans le secteur aérien. Merci d'avoir démontré que le changement est possible. » K.L. ajouta la lettre de Léna à un dossier qui ne cessait de s'étoffer. Son affaire deviendrait une pièce maîtresse d'un futur recours collectif qui, en fin de compte, forcerait des modifications à l'échelle de l'industrie. La véritable mesure de la réussite ne résidait pas uniquement dans les réformes de l'aérienne atlantique, mais dans l'onde de choc qui avait traversé l'intégralité du secteur. 3 mois plus tard, le ministère des Transports annonça l'établissement de nouvelles directives fédérales, exigeant des compagnies aériennes qu'elles recensent et publient les plaintes pour discrimination. Ces règlements furent rapidement surnommés les règles de l'aérienne atlantique, en hommage à l'incident fondateur. K.L. reçut un appel du secrétaire d'État au transport, M. Antoine Bernard, aucun lien de parenté avec l'ancien commandant de bord révoqué. « Monsieur Durand, votre affaire avec l'aérienne atlantique a généré l'élan politique indispensable pour mettre en œuvre une réglementation anti-discrimination exhaustive. 6 grandes compagnies aériennes ont déjà volontairement adopté les protocoles que vous aviez préconisés, préférant anticiper les injonctions fédérales. La Fondation Durand avait d'ailleurs étendu son champ d'action à l'égalité dans les transports, finançant la représentation légale des passagers confrontés à la discrimination. En 6 mois, elle avait soutenu 43 dossiers, couvrant les compagnies aériennes, les autocaristes et les services de covoiturage.
Kael se remémorait souvent l'instant où Madame Leroy lui avait froidement intimé de regagner l'arrière de l'appareil. Ce simple acte de discrimination était devenu le catalyseur d'une transformation systémique, impactant des millions de voyageurs. Mais le résultat le plus gratifiant demeurait personnel. Le mois précédent, Kael avait voyagé à bord du vol KAL 147 de l'aérienne Atlantique. Encore une fois, la même route, le même type d'appareil. L'agent de bord, un jeune homme noir prénommé Simon, l'avait accueilli avec un respect sincère. « Monsieur Durand, c'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour rendre votre vol plus agréable ?» Kael avait balayé du regard la cabine de première classe et remarqué la diversité des passagers. Différentes ethnies, âges, styles vestimentaires, tous traités avec le même professionnalisme et la même considération. Simon, « Tout est déjà parfait », avait-il répondu. C'était là la véritable victoire, bien au-delà des modifications des politiques d'entreprise, de l'attention médiatique ou du redressement boursier. C'était le simple fait que le prochain passager, qu'il ressemblât ou non à Kael, serait traité avec dignité. La métamorphose était achevée. Le système avait évolué. 2 ans après ce fameux vol 447, Kael Durand se tenait au pupitre du Musée national des droits civiques à Lyon, délivrant le discours inaugural de leur sommet annuel sur l'équité des transports. L'auditorium était bondé de 800 participants, une affluence qui dépassait celle des assemblées réunissant les dirigeants de compagnies aériennes et les avocats spécialisés dans les droits civiques. Elias Vance observait, au-delà de la foule de dignitaires et de militants, son regard porté sur les millions d'individus connectés en direct. « Le changement n'exige pas la violence », déclara-t-il à son public. « Il ne requiert ni poursuite judiciaire, ni manifestation bruyante, ni dénonciation publique. Il demande une documentation rigoureuse, l'influence stratégique et une approche systémique. » Il fit apparaître sa première diapositive, un graphique détaillant les plaintes pour discrimination dans toutes les grandes compagnies aériennes. Depuis l'incident de l'aéronaval, les réclamations pour discrimination dans le secteur aérien avaient chuté de 71% à l'échelle mondiale. Non pas que la discrimination ait disparu du jour au lendemain, mais parce que les transporteurs avaient mis en œuvre des mécanismes pour la prévenir. Le graphique révélait un déclin spectaculaire, débutant fin 2025 et se poursuivant tout au long de 2026 et 2027. Voilà ce qui arrive quand on modifie les systèmes plutôt que de se contenter de sanctionner des individus. Parmi l'assistance se trouvait Léonie Duval, l'ancienne hôtesse de l'air qui avait été à l'origine de l'incident. Après son licenciement de l'aéronaval, elle avait suivi une formation intensive sur les préjugés et travaillait désormais comme consultante en diversité, aidant d'autres entreprises à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Elle leva la main lors de la séance de questions-réponses. « Monsieur Vance, je suis Léonie Duval. J'étais l'hôtesse du vol 707. » Un murmure parcourut la foule. C'était inattendu. « Léonie, » dit Elias chaleureusement, « merci d'être ici. Je voulais m'excuser publiquement à nouveau, » reprit-elle. « Mais surtout, je voulais vous remercier. Votre approche a changé ma vie. Je comprends maintenant comment mes préjugés inconscients ont pu blesser des gens. J'ai passé 2 ans à apprendre à être meilleur. » La salle éclata en applaudissements. C'était là la véritable puissance du changement systémique. Il pouvait transformer des acteurs d'actes préjudiciables en fervents défenseurs. Léonie, votre courage à affronter vos erreurs et à œuvrer pour que d'autres ne les reproduisent pas est exactement ce dont ce mouvement a besoin, déclara Elias. Il passa à sa dernière diapositive, une photo de Clara Dubois, la jeune femme qui lui avait écrit après sa propre expérience de discrimination. Clara Dubois avait utilisé la documentation et une stratégie juridique pour obtenir un accord historique contre l'Alliance Céleste. Ce règlement avait financé des formations sur les préjugés pour 47 000 employés de l'industrie aérienne. Le public se leva et applaudit, tandis que Clara montait sur scène. Le cas de Clara prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être PDG ou actionnaire majeur pour initier le changement, expliqua Elias. Il suffit d'être prêt à documenter l'injustice et à exiger la reddition de comptes. Elias regarda directement la caméra du direct. Ces récits touchants nous rappellent que le changement se produit lorsque des personnes ordinaires refusent d'accepter la discrimination comme une norme.
quand nous documentons l'injustice de manière systémique, quand nous exigeons la reddition de comptes des institutions, quand nous utilisons notre pouvoir économique de manière stratégique. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner. Chaque personne qui regarde ceci a vécu un traitement inéquitable ou en a été témoin. Vos récits sont importants. Votre documentation compte. Le chat en direct débordait d'expérience personnelle, d'engagement à agir et d'expression de gratitude. Si vous avez été témoin de discrimination dans les transports, documentez-la, enregistrez-la, signalez-la. Partagez vos récits de vie, car ces témoignages authentiques deviennent le fondement du changement systémique. Elias conclut par un défi direct. Ne vous contentez pas de regarder l'injustice se produire. Ne vous contentez pas d'en être attristé. Agissez. Utilisez les outils que nous avons développés. Utilisez les systèmes que nous avons bâtis. Aidez-nous à créer un monde où chacun voyage avec dignité. L'écran afficha le site web de la Fondation pour l'égalité des transports et ses outils de signalement. Partagez cette vidéo. Parlez de ces ressources à vos amis. Abonnez-vous pour rester informés de nos progrès, car ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce qui s'est passé sur le vol 707 ne soit qu'un lointain souvenir. Pendant 3 minutes entières, l'ovation a persisté. Le nombre de spectateurs connectés en direct atteignait les 150 000. Le souffle du changement était devenu contagieux.